Bienvenue à ce webinaire sur le code de déontologie du travail social. Je suis Camille Neff, responsable d'études chez Avenir Social, et je vous remercie d'ores et déjà de votre participation à ce webinaire. Vous êtes nombreuses et nombreux à avoir manifesté votre intérêt pour ce code de déontologie, et cela nous réjouit beaucoup. Donc, pour le contenu de ce webinaire, nous allons brièvement parler en fait de la manière dont on a élaboré ce nouveau code, de son contenu évidemment, de ses différents principes. Je vous présenterai également le concept de ressources d'accompagnement qui est nouveau dans cette version du code, avec quelques exemples pratiques et puis des propositions de la manière dont vous pourrez aussi utiliser le code dans vos pratiques professionnelles. Donc, pour débuter, il n'est pas inutile de rappeler, mais vous le savez sans doute, que dans les contextes du travail social, les professionnels sont très souvent confrontés à des exigences qui sont complexes parce qu'il y a plusieurs mandats qui sont parfois en contradiction les uns avec les autres, ce qui fait qu'on navigue dans ce champ de tension entre différentes valeurs, les valeurs de notre organisation pour laquelle on travaille, nos propres valeurs, celles de la profession, de la société, de notre famille, aussi des milieux éducatifs, des milieux de formation. Et puis les exemples sont infinis aussi, ils nous démontrent bien la nécessité d'avoir un document comme le code de déontologie. On pense par exemple, au domaine de l'aide sociale où on a, souvent peut-être un discours, hem politique qui nous dit qu'il faut réduire les dépenses de l'aide sociale parce qu'il y a des fraudeurs. Donc là, on voit que des valeurs tout à coup politiques, sociétales rentrent en conflit peut-être avec les valeurs que nous, on véhicule en tant que professionnels au sein de la profession. Et puis comment on navigue dans ces exemples où des valeurs sont en conflit, comment on navigue par rapport à ces dilemmes du travail social. Donc le code de déontologie, vous pouvez y accéder, par le biais de ce QR code que vous voyez à l'écran. Hem, le code de déontologie, c'est un ensemble de principes, c'est un ensemble hem, de valeurs fondamentales qui est défini finalement par un groupe de professionnels, ici donc les travailleurs sociaux, les travailleuses sociales. C'est un instrument qu'on pourrait qualifier de justification déontologique de notre travail auprès des personnes, que l'on accompagne, souvent vulnérables, peut-être défavorisées, qu'il s'agisse d'individus, de familles, de groupes, de communautés aussi. Donc le code constitue vraiment un cadre normatif pour la profession. Et puis, il s'adresse aux personnes et aux organisations concernées par le travail social, que ce soit des professionnels, mais aussi des associations, des réseaux, des établissements de formation, aussi aux personnes de la recherche, aux étudiantes et aux étudiants, aux personnes qu'on accompagne aussi, parfois on les oublie, et puis aux employeurs qui engagent les professionnels du travail social. Ce code, il définit vraiment les lignes directrices éthiques pour notre pratique professionnelle. C'est un guide, c'est vraiment un outil pour développer notre posture professionnelle et puis il agit aussi comme un moyen de renforcer notre identité professionnelle. On sait que le champ du travail social en Suisse, hem, il est éclaté, si j'ose utiliser ce mot, c'est-à-dire qu'il se présente sous tellement de formes diverses, dans tellement de structures et d'organisations diverses, que le code, c'est vraiment, l'outil qui nous réunit, hem, qui légitime aussi le statut du travail social comme une profession et une discipline et puis qui légitime les actions des professionnels, envers aussi les destinataires qu'on accompagne. La révision du code, elle s'est faite dans un processus participatif et bilingue. Là, vous voyez, à l'écran une image un petit peu de notre cuisine interne, de comment les réunions se sont déroulées. Hem, j'y reviens, juste tout à l'heure, mais peut-être vous dire d'abord qu'un code déontologie, il est aussi lié à une association professionnelle. Donc, il est élaboré au sein des différents organes de cette association. Ici, dans le cas, c'est Avenir Social qui est porteuse de ce projet de code de déontologie et donc c'est un document qui est aussi démocratique parce qu'il a été, pensé et co-construit, avec, l'organisation en tant que telle, avec les organes de l'organisation, mais aussi avec les membres, qui sont, importants au cœur de l'association, avec
les avantages et puis les inconvénients que cela peut comporter en termes de temporalité, par exemple, parce qu'on fait toujours des allers-retours entre les différents groupes qui ont participé au processus de SCODE. Je peux vous donner un exemple ici. On voit à l'écran, qu'il y a eu un groupe de travail, qui a vraiment été central pour travailler sur le contenu du code en tant que tel. Et puis à côté, on avait aussi un groupe de réflexion composé de professionnels du travail social, qui étaient intéressés à faire des retours sur le contenu qui était travaillé dans le groupe de travail, avec parfois des questions, qui étaient très précises, portées par, Inès Mathéos qui nous a soutenus dans ce processus par le biais d'une modération. Donc vous voyez qu'il y a eu beaucoup de personnes impliquées et même là, on n'a pas pu citer toutes les personnes qui ont participé, de près, de loin, depuis plusieurs années, au processus de renouvellement, de SCOT. Donc on profite aussi de cette occasion pour remercier chaleureusement, toutes les personnes qui ont manifesté leur intérêt pour ce document. Ici, c'est intéressant de se rappeler aussi que, le code de déontologie est vraiment lié à des pratiques du travail social, local. Si on ouvre par curiosité le code de déontologie du travail social dans d'autres pays, on remarque qu'il y a un contenu parfois très différent. Ici, on vous a mis 2 exemples qu'on trouvait assez, parlants. En Australie, par exemple, dans le code de déontologie des professionnels du travail social, on garantit la protection des animaux qui sont mobilisés dans le cadre du travail social pour accompagner, les personnes dans le besoin, par exemple. C'est un aspect qui n'apparaît pas du tout dans notre code de déontologie. De même, en Suède, on mentionne l'humour comme une qualité indispensable aux professionnels pour répondre aux lignes éthiques du travail social. Et là aussi, qui sait, peut-être, ça fera partie aussi de notre prochain code. Ça ne l'est pas encore le cas pour l'instant. Mais c'est vraiment important de se rappeler que, le code, c'est une image de ce qui est aujourd'hui le travail social en Suisse et puis le code d'il y a le code précédent, finalement, celui de 2010, bah, il était différent parce qu'on doit toujours recontextualiser son contenu, en temps voulu, au sein, du cadre du travail social en Suisse. Donc c'est un document qui évolue, qui n'est pas figé dans le temps. Et donc j'en viens à expliquer pourquoi finalement on a renouvelé ce code de déontologie qui datait de 2010, la précédente version. Il y a eu, à l'échelle internationale, donc au sein de la Fédération internationale du travail social, une nouvelle définition du travail social en 2014. Puis en 2018, vous voyez sur l'image à l'écran, il y a aussi eu les nouveaux principes éthiques du travail social à l'international qui ont été élaborés. Et donc ces 2 documents sont fondamentaux pour la pratique du travail social en Suisse aussi. Hem Et ça, c'était une des premières raisons pour laquelle il a été nécessaire de renouveler le code. Et puis, il y avait aussi des attentes finalement, des membres d'Avenir Social, mais plus largement des professionnels du travail social, selon une enquête qui a été menée par Avenir Social, mais aussi par des échanges réguliers et des discussions, ce qui nous ont amenés à démarrer ce processus de renouvellement du code de déontologie. Plongeons maintenant dans le contenu de ce code que je suis sûre vous avez déjà, feuilleté. Hem, donc on retrouve, en introduction, le lien avec ces documents internationaux que je viens juste de mentionner, qui sont vraiment importants puisqu'ils sont la base, du code et ils ont aussi servi à développer, le squelette, si, je peux dire ça comme ça, de son contenu. Hem, Avec ça, vous voyez aussi la mention, par exemple, de la Constitution fédérale. C'était l'idée aussi de ramener, le contenu du code vraiment dans un ancrage, national. Donc ça, c'est pour l'introduction. Ensuite, on a les principes fondamentaux, dignité humaine, droits humains et justice sociale, qui sont, différenciés des principes pour la simple raison que ces principes fondamentaux apparaissent dans la définition internationale du travail social ou du moins dans son commentaire. Ce sont des principes qui chapeautent, vraiment la profession en son cœur, raison pour laquelle ils ont été, distingués des autres principes.
qu'on abordera, peut-être plus en détail tout à l'heure. Et puis enfin, on a ces lignes directrices, heu, qui dans la précédente version, étaient plutôt formulées sous la forme de groupes cibles, des lignes directrices, pour les institutions, pour les professionnels et puis là, elles ont été classées de manière thématique aussi pour éviter finalement certaines redondances puisqu'il y avait des lignes directrices qui sont autant valables au niveau institutionnel que pour les professionnels, donc on les a regroupées par thématique. Voilà brièvement pour le contenu du code et puis maintenant on va le traverser ensemble aussi de manière un petit peu plus détaillée. Donc les fondements, sans revenir sur la définition internationale du travail social, les principes éthiques et la Constitution, je reviens tout de même sur le fait que tout le contenu du code est pensé, en référence aux différents niveaux d'action du travail social. Donc ces niveaux que vous connaissez aussi, le niveau micro, le contact avec les individus, la famille, les groupes, c'est peut-être, l'image première qu'on a du travail social, le professionnel ou la professionnelle qui accompagne directement, les personnes au sein d'un service, au sein d'une institution. Le niveau méso, où là, l'activité du travail social met l'accent davantage sur les organisations, sur des groupes de communautés, en contribuant à façonner aussi les structures organisationnelles. Et puis la dimension macro, où là, on parle d'un engagement beaucoup plus large, dans un contexte de société dans son entier, où on vise des changements politiques et aussi le développement de bases scientifiques. Donc ces 3 dimensions, ces 3 niveaux, on va aussi les retrouver, tout au long du code de déontologie. Passons maintenant aux principes fondamentaux. On a tout d'abord le principe de dignité humaine. Vous voyez à l'écran une version un petit peu synthétisée, raccourcie de ce principe. Et puis peut-être un mot aussi sur, les couleurs qu'on voit. Vous voyez une partie en noir, une partie en bleu et c'est la même structure qui est pensée dans le code. Il y a une partie toujours en couleur qui accompagne le principe pour signifier ce que ça veut dire la pratique du travail social. Hem, donc ici, dans l'exemple de la dignité humaine, par exemple, on voit bien l'attention à la dimension plutôt macro du travail social, quand on parle d'une attention à avoir par rapport aux structures qui discriminent des individus et des groupes. Un professionnel, une professionnelle du travail social ne pourrait pas accepter de travailler au sein d'une organisation, qui a des actions de discrimination, par exemple. Donc voilà, ce premier principe de dignité humaine qui rappelle que les êtres humains, vivent en interdépendance et sont vulnérables et ont besoin d'être reconnus, dans cette vulnérabilité et d'être protégés. On a aussi le principe des droits humains, qui est le second principe fondamental de ce code, qui rappelle que ces droits humains sont universels, indivisibles, inaliénables. C'est vraiment fondamental. Ce qui est aussi intéressant avec ce principe, c'est qu'il met en avant la distinction entre la légalité et la légitimité. C'est important parce que toutes les lois ne sont pas légitimes et justes lorsqu'elles sont évaluées à l'aune des principes éthiques du travail social. On peut notamment penser, aux lois dans la migration, par exemple, qui sont un exemple assez typique, pour comprendre cette distinction entre légalité et légitimité. Et on nous rappelle aussi ici que les droits humains sont une base vraiment contraignante, essentielle pour le travail social, puisqu'ils permettent de protéger les individus, heu et qui définissent aussi les standards minimaux d'une vie digne. Et là, on fait de nouveau référence à la dignité, qu'on a présentée comme premier principe. Donc les principes, ils sont aussi, interreliés entre eux, et on ne peut pas penser un principe, sans penser aux autres principes, évidemment. Pour le troisième principe fondamental, la justice sociale, hem, ici, on met l'accent aussi sur les ressources, la nécessité de redistribuer les ressources de manière ciblée, de se soutenir, solidairement entre individus, entre groupes. Et puis le travail social a ce rôle, d'éliminer les inégalités sociales, de supprimer aussi les barrières qui empêchent les individus à faire valoir leurs droits. Et ce qui est assez nouveau aussi avec ce principe, qui n'apparaît
pas directement à l'écran, mais que vous retrouvez en détail dans le code, c'est la notion de justice environnementale qui est aussi liée à la justice sociale. Donc la justice environnementale, c'est un droit de vivre dans un environnement sain, d'avoir un accès équitable et durable à ses ressources. Et puis ces 2 justices, elles sont à penser ensemble, elles doivent être comprises finalement à l'échelle locale, internationale, globale. Donc vous aurez déjà là un petit, aperçu du fait qu'il y a aussi des nouvelles thématiques qui sont rentrées dans le code de déontologie de manière transversale, hem, notamment l'attention, à la thématique de l'écologie qui va se traduire, ici vous le voyez à l'écran, par un des principes, le principe de durabilité, qui est un nouveau principe qui intègre le code, de même que le principe de prévention. Et puis les autres ont été, repensés, reformulés, mais ils apparaissaient déjà d'une façon ou d'une autre en termes de contenu dans le précédent code. Donc là, au niveau des principes, ils n'ont pas été numérotés non plus. Ça a été un choix délibéré, pour vraiment qu'ils soient compris de manière égale et pas qu'il y ait une hiérarchisation finalement des principes qui soient faite, à travers une numérotation. Là, je ne vais pas, présenter tous les principes en détail. Vous les retrouvez, bien évidemment dans le code de déontologie, mais je vais plutôt vous amener quelques exemples pratiques, hem, pour vous montrer en quoi, ces principes, heu sont intéressants à discuter autour de situations de dilemmes éthiques. Donc pour ce premier exemple, c'est un exemple tiré, d'une intervention donnée à la Haute École de travail social de Berne. On peut se questionner dans un exemple tout simple comme celui-ci, quels sont les principes éthiques qui sont en jeu? Et puis quelles sont les conséquences de ces principes en jeu sur nos actions? Donc imaginez, vous travaillez comme animateur, animatrice jeunesse, vous êtes responsable, d'un programme dans un centre de jeunesse et puis ce centre est finalement peu fréquenté jusqu'au jour où un groupe commence à passer de manière occasionnelle dans ce centre, mais repart assez vite parce que, il n'y a pas de jeux vidéo. Puis ce groupe un jour vous interpelle et vous demande, mais pourquoi on n'organiserait pas des soirées jeux vidéo, qui s'appellent Killing Floor, hein, donc d'après le titre, vous imaginez que c'est un jeu de tir violent. Et voilà, il ressasse cette demande: «Pourquoi on n'organiserait pas, cette soirée jeu? Ça nous intéresse, sinon, on part du centre». Et puis, vous amenez cette question en séance d'équipe et il y a un débat animé, qui commence à démarrer sur la question de la pertinence de ce programme, de ce jeu vidéo dans un centre de jeunesse. À partir de cet exemple, assez simple, mais qui peut, arriver, finalement assez régulièrement dans la pratique du travail social, on voit rapidement que des principes, se révèlent et puis peut-être se mettent en tension les uns avec les autres. On a la question de l'intégrité dans le code de déontologie qui nous dit qu'il faut protéger les personnes des actes de violence de toute nature qu'ils soient. C'est vraiment une question, au centre de nos préoccupations en tant que professionnels. Mais en même temps, on a aussi l'autodétermination, qui dit que les individus, ils doivent pouvoir faire leurs propres choix en ce qui les concerne, en ce qui concerne leur bien-être aussi, si ça ne porte pas atteinte finalement à leurs voisins, à leurs voisines. On a la question de la prévention aussi, hem, qui est ce nouveau principe du code et dont l'objectif, c'est de renforcer les facteurs de protection, minimiser les risques et prévenir les développements problématiques. On voit que ça fait un lien très clair avec la question, des jeux vidéo, des jeux violents, par exemple. Et on a aussi dans les lignes directrices la notion de digitalité qui apparaît, on y revient tout à l'heure, hem, où les professionnels, ils ont aussi ce rôle d'accompagner, les destinataires, dans ce cas-là, ce groupe de jeunes, dans le développement de leurs compétences digitales. Donc ça, c'est une lecture parmi, plusieurs autres, de cette situation au regard des principes du code de déontologie. Et la question, c'est comment on va pondérer ces principes? Comment on va décider à un moment donné d'autoriser ou d'interdire ou d'accompagner d'une telle façon, ce groupe de jeunes au sein de ce centre par rapport à leurs demandes? Hem Et donc ce petit exercice-là,
de peut-être se plonger dans le code et puis de mettre en avant les différents principes, qui sont en jeu dans une situation. C'est aussi un exercice, assez basique qu'on peut amener en séance d'équipe lorsqu'on a peut-être de la peine à se positionner par rapport, à une situation, problématique, questionnante, qui amène pas mal de débats et de points de vue peut-être différents sur la question. Un deuxième exemple que je vous donne aussi, c'est un exemple qui est tiré, de la revue Actualité sociale, donc le magazine d'avenir social. Il a été publié en juin 2025. C'est un article qui s'intitule «Naviguer entre autodétermination et contrainte» et qui a été écrit par les membres de la commission d'éthique et de déontologie d'Avenir social. On y reviendra aussi tout à l'heure sur le rôle de cette commission, mais qui a pour but aussi de se positionner sur des dilemmes éthiques qu'on peut lui soumettre. Donc cet article a été, apprécié. C'est aussi la raison pour laquelle, on y revient brièvement aujourd'hui. Peut-être vous l'avez vous-même lu. Dans cet exemple, on présente, une femme qui souffre de troubles psychiques chroniques et puis qui vit depuis plusieurs années dans un établissement de soins. On lui a diagnostiqué un cancer de l'endomètre et en raison de cette maladie, le corps médical, conseille fortement, l'ablation de l'utérus. Il y a une alternative qui est possible, c'est de proposer, une médication, mais celle-ci, elle est peu prometteuse et puis elle a des effets secondaires assez importants malheureusement. Donc par rapport à cette situation, comment dans l'article la situation a été amenée, c'est que si cette dame finalement ne subit pas l'intervention chirurgicale, son espérance de vie va être considérablement réduite. Hem, il y a un droit de représentation en matière médicale aussi dans cette situation. Cette dame est suivie par une curatrice qui est chargée de se prononcer, pour ou contre cette intervention d'ablation de l'utérus. Hem, les professionnels du médical juge que la dame a une incapacité à prendre des décisions éclairées concernant la question médicale. Elle a été jugée incapable de comprendre finalement les implications de la décision. Mais la dame, elle est assez, ferme dans son positionnement. Elle refuse l'opération parce qu'elle, elle souhaite avoir des enfants. Hem, donc voilà, c'est une situation assez complexe. Le traitement médicamenteux a aussi été instauré finalement, mais s'est avéré inefficace après 2 mois. Hem La prise de conscience aussi de la dame, du fait que, il y a finalement des problématiques de santé qui compliqueraient de toute façon gravement une grossesse, n'a pas réussi à la faire changer d'avis et la curatrice, doit prendre position, conforme aux intérêts de la femme concernée. Donc finalement, dans cette situation, la question c'est: peut-on forcer ce traitement? Et puis si vraiment on peut le forcer, comment après concrètement on met en place, ce traitement forcé? Comment on va amener cette femme, à l'hôpital, sur la table d'opération et cetera? On discute aussi des principes en jeu dans cette situation. On voit bien la question de l'intégrité corporelle, de la dignité humaine, de autodétermination qui sont très, fortement prégnantes, la reconnaissance des choix de vie individuels. Et puis dans cet article, on présente, la réflexion éthique derrière cette situation. Donc un dilemme entre à la fois la protection de la vie de cette dame, son intégrité physique, liée à la question du traitement forcé et puis le droit finalement à faire ses propres choix pour sa vie autonome. Et donc, sous une pression considérable, c'est d'autant plus important d'examiner attentivement les options et de pas se contenter de suivre, des avis du corps médical, par exemple. Parce qu'ici, la commission éthique s'est positionnée que les souhaits exprimés par cette dame, ils sont primordiaux, même si elle a une incapacité à prendre des décisions éclairées et donc on ne peut en aucun cas, forcer un tel traitement. Donc, voici 2 exemples pratiques qui sont aussi conçus comme des outils d'application concrets, qui rendent tangibles les principes du code. Peut-être vous-même, vous avez des situations dans vos pratiques professionnelles qui font écho à ces 2 principes que j'ai évoqués, à ces 2 exemples, pardon, que j'ai évoqués.
Et puis, au fur et à mesure de cette année 2026, on présentera aussi toujours plus d'exemples de ce type, d'exemples pratiques euh, sur notre site web d'Avenir Social, dans l'idée aussi de partager des exemples de dilemmes éthiques et de la manière dont ils ont été résolus par les professionnels. C'est une manière de rendre vivant le contenu du code de déontologie. Donc, rappelez-vous, le contenu du code, on avait les principes fondamentaux, ensuite les principes, et puis on a aussi des lignes directrices. Et ici, on a notamment le rapport à la digitalité qui est nouveau, qui, tout comme les questions écologiques, devait apparaître dans ce nouveau code. C'est des débats de société actuels. On le voit notamment euh, par le biais de cet exemple d'actualité où le numérique soulève des questions de dilemmes éthiques très concrets pour la pratique du travail social, notamment par exemple pour les enfants ou par rapport à des questions de genre. Les outils en ligne peuvent exposer finalement les enfants à du contenu malveillant, inadapté. Il peut aussi reproduire des discriminations. Et c'est dans ce contexte qu'il y a eu une mise en consultation d'une nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche. Vous en avez peut-être entendu parler dans les journaux, à la télé. Euh, et cette nouvelle loi a des implications directes pour les pratiques numériques dans le travail social. Et pour nous, le dilemme est clair en tant qu'association professionnelle, c'est comment on peut permettre l'accès et la participation tout en protégeant à la fois les personnes vulnérables et en garantissant l'inclusivité numérique. Donc, Avenir Social a pris position dans ce processus, aussi pour défendre les principes éthiques de son nouveau code, notamment que l'organisation s'engage à ce que les dispositifs numériques ils respectent les valeurs éthiques du travail social, qui puissent protéger les enfants d'une manière suffisante et promouvoir l'équité et l'inclusivité. Et ces exemples d'actualité aussi peuvent peut-être vous amener aussi à des questionnements propres par rapport à vos pratiques professionnelles au sein de vos organisations. Est-ce que, par exemple, vous avez déjà eu des réflexions en équipe avec la direction, ou vous-même, si vous êtes indépendant, indépendant, quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle, quant au stockage des données, quant au type d'application que vous utilisez, quant à la manière aussi d'amener ce contenu numérique et de favoriser le développement de compétences numériques auprès du public que vous accompagnez. Voilà, je vous ai présenté le contenu principal du code avec quelques exemples pratiques, exemples d'actualité. À la fin du code, vous avez encore une section qui se nomme Engagement et mise en œuvre, qui rappelle ici que les professionnels du travail social orientent leur action selon le contenu du code de déontologie et que celui-ci est vraiment un cadre de référence incontournable pour le travail social en Suisse. Euh, les membres d'Avenir Social, elles et eux, s'engagent à respecter le code en devenant membres de l'association. Et puis, vous avez encore cette commission d'éthique et de déontologie qui a écrit l'article dont je parlais tout à l'heure, qui peut être consulté aussi sur des questions de dilemme éthique que vous rencontrez en tant que professionnel dans l'exercice de votre profession. Vous voyez l'adresse email qui s'affiche ici. Vous la retrouvez aussi sur notre site web euh, quand vous cliquez sur la page destinée au code de déontologie. Donc voilà aussi un outil pour vous à mobiliser dans vos pratiques professionnelles. Je vais vous parler aussi un petit peu de la structure du code de déontologie. Euh, Là, ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, c'est le document de base que vous voyez en bleu sur l'écran. Mais le code de déontologie, ce n'est pas seulement ce document. Euh, Ça a été le cas dans la version précédente, mais là, on a souhaité proposer un code de déontologie qui soit davantage vivant et vraiment axé sur la pratique et sur les besoins des professionnels du travail social. C'est pourquoi il y a aussi des ressources d'accompagnement et des outils de mise en œuvre qui sont en cours de développement pour accompagner le code de déontologie. Donc, les ressources numériques d'accompagnement, je vous donnerai aussi des exemples tout à l'heure, mais c'est par exemple
des bases théoriques qui vont un petit peu plus loin que le contenu du code, qui est resté et qui s'est voulu, relativement aussi court. C'est peut-être des recommandations concrètes, des exemples, un guide pratique pour résoudre les dilemmes d'éthique professionnelle. Et puis on a aussi les outils de mise en œuvre, qui veulent, donner vie à ce code, sous la forme, de webinaires, par exemple, comme aujourd'hui. Je vous donne aussi quelques exemples tout à l'heure. Et puis n'hésitez pas non plus vous, en tant que professionnel, si vous avez des questions, des suggestions, des exemples à partager par rapport, au code après cette présentation, à nous contacter. Vous êtes, volontiers invités aussi à participer à faire vivre ce code de déontologie tout simplement. Hem, donc ici, on voit une représentation dans la manière, qu'on a pensé le code de déontologie, qui se situe entre théorie et pratique aussi. Le code, c'est vraiment le document de base, le socle commun à la profession. Et puis autour, il y a un discours éthique qui se déploie, donc sur ces 2 niveaux théorique et pratique, avec d'un côté théorique, bah, peut-être des publications scientifiques, des conférences, des modules de formation à visée scientifique. Hem, Dans le but aussi d'approfondir les fondements éthiques et les inscrire dans les débats actuels au niveau scientifique et d'autre part, un discours qui est orienté pratique dans le but de développer des outils concrets qui sont utilisables directement pour les professionnels, du travail social, qui peuvent prendre la forme de webinaires, de lignes directrices, aussi de modules de formation, mais axés cette fois dans la pratique. Donc c'est pas l'idée d'avoir un document figé, mais qui s'inscrit vraiment dans un écosystème vivant, en lien constant avec la pratique et en lien avec la recherche. Donc pour essayer de concrétiser un peu, tout ça, on a ici des exemples de ressources d'accompagnement, numériques qui existent déjà. Donc par exemple, dans le code de déontologie, vous avez le principe de la participation. Et nous avions un numéro d'actualité sociale dédié à la participation, où on peut aussi faire des liens, à des enjeux éthiques en termes de participation. Donc ce numéro d'actualité sociale, c'est une ressource d'accompagnement qui permet d'approfondir le principe de participation dans le code de déontologie. On a aussi nos brochures professionnelles qui traitent parfois, de thématiques directement en lien avec le code de déontologie. Pour rappel, vous retrouvez toujours nos brochures professionnelles sur notre site internet en version PDF accessible gratuitement pour toutes et tous. Là, vous avez aussi l'exemple sur le thème de la participation dans le travail social où on a développé une brochure euh, qui thématise de la définition de la participation, de ses bases déontologiques et légales et qui permettent à tout un chacun intéressé par cette thématique d'approfondir ce thème. On a aussi le podcast Voix sociale, que vous retrouvez parfois comme ressource d'accompagnement sur notre site internet. Donc ça, c'est que des exemples, actuels qui existent et puis des ressources d'accompagnement sont continuellement en cours d'élaboration actuellement avec des professionnels, par exemple au sein de groupes de travail. Donc n'hésitez pas aussi si vous avez un intérêt ou vous connaissez des ressources peut-être qui peuvent être utiles pour, approfondir l'un ou l'autre aspect du code, de nous contacter. L'idée, c'est vraiment que ces ressources, elles soient vivantes et puis qu'elles puissent s'actualiser aussi au fur et à mesure, des besoins et du discours qui évolue. Je vous donne peut-être un exemple, plus concret d'une ressource d'accompagnement qu'on a développée, dernièrement avec l'exemple de ce principe de durabilité. Hem, donc il y a eu en 2022 un sommet des peuples, pour un monde écosocial qui a été mené par, les organisations internationales du travail social et d'autres partenaires. Et puis à la suite de ce sommet, il y a eu la publication d'une charte des peuples pour un monde écosocial, dont l'objectif était d'être diffusée dans le monde entier et puis d'être réappropriée au niveau national, au niveau local, par les professionnels notamment du travail social. Donc, en 2024, la Commission, internationale d'avenir social, elle a débuté une réflexion sur la manière dont Avenir social et ses membres pouvaient aussi mobiliser
cette, charte des peuples pour un monde écosocial dans leur pratique, au quotidien dans le contexte suisse. Parce que comme vous l'avez vu à travers la présentation du code, le travail social a aussi un rôle à jouer, par rapport aux inégalités environnementales et à l'impact disproportionné de la crise climatique par rapport aux populations vulnérables. Donc on a démarré ces réflexions, heu, pour arriver à ce résultat que vous voyez à l'écran, la charte pour un travail écosocial en Suisse, qui reprend finalement la structure de la charte des peuples qui a été élaborée au niveau international, avec ses 5 piliers de co-développer une réciprocité, de co-construire la paix, de vivre en harmonie avec la nature, de co-créer une justice sociale et de co-réaliser l'égalité. Et puis ces principes sont détaillés pour qu'ils fassent sens et qu'ils puissent être applicables au contexte local, dans le contexte suisse. Par exemple, dans le fait de vivre en harmonie avec la nature, on requestionne, le fait que les interventions du travail social puissent avoir lieu le plus possible, dans la mesure du possible aussi, directement au contact, de la nature, que ce soit dans des parcs, dans des forêts, dans des jardins. Et là aussi, ça peut amener une réflexion pour les professionnels du travail social de se dire: «Bah, où est-ce que je peux peut-être mener mon prochain entretien avec cette personne que j'accompagne? Est-ce que vraiment j'ai besoin de rester, dans mon bureau entre ces 4 murs? Ou est-ce que je peux expérimenter, un retour vers la nature qui peut aussi amener, la personne à s'exprimer de manière différente, la personne que j'accompagne et à co-construire une relation, peut-être différente, peut-être moins hiérarchique, hem, avec les personnes que j'accompagne?» Donc c'est aussi, un outil qui sert, à une réflexion personnelle, sur la manière dont on accompagne les personnes, par exemple. Voilà un exemple, d'une ressource d'accompagnement et à quoi elle peut servir. Je vous parlais tout à l'heure donc du document de base, des ressources d'accompagnement et des outils de mise en œuvre. Donc les outils de mise en œuvre, c'est par exemple le webinaire, aujourd'hui, on est ensemble dans ce webinaire pour vous présenter le contenu du code. C'est aussi, par exemple, la journée nationale du travail social qui a lieu le 8 mai à Berne et à laquelle vous êtes cordialement invités, où il y aura différents ateliers, pour thématiser du contenu du code, notamment sur la question de la digitalisation, notamment sur la question du travail écosocial avec le principe de durabilité. Il y a aussi des exemples, de comment résoudre un dilemme dans la pratique avec un outil qui vont être présentés, et cetera. Donc c'est l'idée de faire, vivre, d'une autre manière que par écrit finalement, le contenu de ce code. Donc voilà pour ces 3 axes qui composent le nouveau code de déontologie. Et puis vous également, vous avez un rôle à jouer en tant que professionnel du travail social, de faire vivre le code dans vos organisations, par exemple, lors d'intervisions, de supervision. C'est vraiment un outil pratique, qu'on peut mobiliser, que ce soit sa version en ligne ou sa version papier, pour discuter de situations, où il y a des doutes qui s'installent, où il y a carrément un dilemme éthique, qui veut être présenté. Ça peut être aussi un outil qui est distribué avec le contrat de travail, si vous êtes employeur, par exemple, pour sensibiliser vos employés, à son utilisation et au respect de son contenu, évidemment. S'il n'est pas distribué avec le contrat de travail, il peut aussi être distribué finalement aux collaborateurs, aux collaboratrices ou mis à disposition comme ressource au sein de l'institution. Il peut être aussi inclus, dans la charte institutionnelle de l'institution. Et aussi peut-être quelque chose qu'on oublie, c'est que ça peut être un outil utile aussi dans des partenariats interdisciplinaires. Parfois, on travaille avec, des collègues d'autres professions, que ce soit, du domaine médical, du domaine technique, du domaine, au niveau, de l'architecture, par exemple. Il y a de plus en plus de projets aussi interdisciplinaires avec des ingénieurs, qui ne connaissent pas très bien le travail social, son rôle, ses principes et ça peut être aussi tout simplement une manière de se présenter et de présenter le travail social. Et puis Avenir social aussi à travers son programme, Impulsion, se tient aussi à disposition
Si vous souhaitez, au sein de votre organisation, par exemple, organiser un atelier spécifique sur le code de déontologie dans sa globalité ou sur, des questions, d'éthique ou sur des principes bien spécifiques. On se tient aussi à disposition pour répondre, à vos besoins et à vos demandes au sein de vos organisations sur les terrains. Voilà, j'en ai terminé de mon côté avec, le contenu de cette présentation. J'espère avoir été, assez claire et puis on a un temps maintenant, pour répondre avec Nadia à vos questions. Donc merci encore pour votre attention. Merci beaucoup Camille, je sais que c'est